Je m'appelle Vanessa, et il y a 2 jours à peine, lors du dîner de fiançailles de ma sœur, elle m'a publiquement traité de pauvre éboueur devant toute la table. Ces mots ont traversé la pièce comme un éclat de verre, tranchants et froids, portés par ce ton mielleux qu'elle maîtrise si bien. J'ai senti les regards de quelques convives glisser furtivement vers moi, puis s'éloigner, comme si ce moment gênant devait être avalé en silence. Mais ce que personne autour de cette table ne savait, c'est que nous étions assis dans un lieu que j'avais conçu, bâti, décoré et fait vivre moi-même. Chaque chaise, chaque assiette, chaque lumière suspendue au plafond portait la trace de mes choix. Eux croyaient être dans un simple restaurant à la mode, un décor choisi pour flatter l'image de perfection qu'Isabelle voulait projeter. Ils ignoraient que ce décor était le fruit de mes années de travail, de nuits blanches, de sacrifices invisibles. Ce secret me donnait un étrange mélange de fierté et de tristesse. Je savais que tôt ou tard, ils comprendraient où ils se trouvaient. Mais pour l'instant, je laissais leurs illusions intactes, observant comme on observe une pièce de théâtre dont on connaît déjà la dernière réplique. Le message qui m'avait convoqué à cette soirée était arrivé 2 jours plus tôt, sec et impersonnel. Dîner de fiançailles pour Isabelle à Lyon, jeudi 19h, Maison Vert. Signé de ma mère, Catherine. Pas de salutation, pas d'explication, pas même un mot gentil, comme si j'étais une lointaine connaissance, à qui l'on envoie un carton d'invitation par pure obligation. Je m'étais demandé si je devais y aller. Une part de moi voulait effacer ce texte, ignorer l'événement, rester dans le cocon que j'avais construit loin de leur jugement. Mais une autre part, plus calme et déterminée, me soufflait qu'il fallait y aller. Pas pour eux, pas pour me faire accepter, mais pour m'asseoir dans mon propre espace et les regarder. Eux, occuper ce lieu sans savoir qu'il m'appartenait. C'était une manière silencieuse de reprendre un peu du pouvoir qu'ils m'avaient enlevé à force de paroles humiliantes et de regards condescendants. Alors j'avais simplement répondu « Je serai là ». Le soir venu, j'étais arrivée en avance. L'air printanier de Lyon avait encore cette douceur qui flotte juste avant la tombée du jour. J'avais choisi une robe portefeuille, grise ardoise, sobre mais élégante, avec les cheveux relevés en un chignon net. Ce n'était jamais assez pour ma mère. Mais ce soir-là, je m'habillais pour moi, pas pour leur standard. En franchissant la porte principale, chose rare, car j'entrais d'ordinaire par l'arrière pour les réunions d'équipe, j'avais ressenti un léger frisson. L'enseigne Maison Vert captait les derniers rayons du soleil, et l'odeur des herbes fraîches cultivées sur notre toit jardin se mêlait aux effluves de la cuisine. Derrière le comptoir d'accueil, Marc, notre directeur de salle, leva les yeux, surpris de me voir dans ce contexte, puis m'adressa un discret signe de tête, comme pour confirmer qu'il avait compris que ce soir, j'étais ici en tant qu'invité, pas en tant que propriétaire. Je traversai la salle, les talons glissant doucement sur le parquet ciré, et aperçus leur table, installée sous un grand lustre en bois recyclé que j'avais choisi moi-même. Catherine était assise droite, impeccable dans une robe en soie pâle, le visage figé dans une expression de contrôle. Mon père, Jacques, consultait distraitement son téléphone, indifférent à mon arrivée. Isabelle, éclatante dans une robe ivoire, affichait un sourire satisfait, le bras enlacé à celui d'Arnaud, son fiancé, au costume impeccable et au regard calculé. Je sentis un mélange de colère et de calme m'envahir. Ils parlaient, riaient, occupaient l'espace comme s'il leur appartenait. Et moi, je savais que tôt ou tard, la vérité viendrait. Mais pas tout de suite. J'allais attendre, écouter, observer. Car parfois,
La meilleure façon de se faire entendre, c'est de choisir le moment exact où l'on brise le silence. Le message de ma mère, Catherine, est arrivé un mardi après-midi, alors que je venais de terminer une réunion avec mon équipe sur le lancement d'un nouveau menu. L'écran de mon téléphone s'est allumé et, au milieu des notifications habituelles, il y avait ce texte, dépourvu de toute chaleur. Dîner de fiançailles pour Isabelle à Lyon, jeudi 19h, Maison Vert. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu », pas même une formule polie. Un simple ordre, sec et précis, comme si j'étais une subalterne à qui l'on transmet un horaire à respecter. J'ai relu le message 2 fois, le laissant se déposer dans mon esprit. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement la froideur du ton, mais l'ironie cinglante qu'il contenait sans même le savoir. Le dîner de fiançailles de ma sœur allait se tenir dans le restaurant qui m'appartient, celui que j'ai conçu et fait prospérer, mais que personne dans ma famille n'a jamais reconnu comme étant ma réussite. Assise à mon bureau, j'ai laissé mes yeux se poser sur la grande baie vitrée qui donnait sur notre jardin d'herbes aromatiques. De là où j'étais, je pouvais presque sentir l'odeur du basilic et de la menthe qui poussait sur la terrasse. Maison Vert n'était pas seulement un établissement haut de gamme. C'était un projet de vie. Un rêve devenu concret à force de nuits blanches, de calculs financiers, d'essais culinaires ratés et de décisions risquées. C'était aussi un espace où j'avais appris à imposer ma vision, même face à ceux qui la jugeaient inutile ou ridicule. Et parmi ces sceptiques, ma propre famille l'avait toujours figuré en tête de liste. Le simple fait qu'ils aient choisi mon restaurant sans savoir qu'il m'appartenait avait quelque chose de savoureusement ironique, presque comique, si ce n'était pas aussi profondément révélateur de leur ignorance à mon égard. J'ai pensé un instant à ne pas y aller. Après tout, pourquoi me soumettre encore une fois à leurs remarques voilées, à leurs rires à demi étouffés, à leurs regards qui scrutent, comparent, jugent. Mais une autre voix dans moi, plus calme, plus assurée, m'a conseillé de considérer cette soirée comme une opportunité. Pas pour me venger, ni même pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour être là, présente, et les laisser se prélasser dans un lieu qui était le fruit de mes efforts, de mes décisions, de mes choix esthétiques et éthiques. Les regarder profiter de l'ambiance, du service impeccable, des plats soigneusement conçus, sans avoir la moindre idée que tout cela portait ma signature, serait en soi un acte silencieux, mais puissant. Alors, j'ai tapé une réponse brève. Je serai là. En envoyant ces mots, j'ai senti un frisson courir le long de ma colonne vertébrale. Pas de nervosité, mais une anticipation étrange, presque douce. Dans les 2 jours qui me séparèrent de ce dîner, je me suis surprise à repenser à toutes les fois où ma mère avait minimisé mes réussites, où elle avait préféré vanter celles des autres plutôt que de reconnaître les miennes. Cette fois, elle entrerait dans mon univers, guidée par l'illusion qu'il s'agissait d'un simple décor choisi pour flatter l'image d'Isabelle. Et moi, j'y serais, silencieuse, à la bonne place, attendant le moment où le hasard, ou la vérité, ferait son travail. Le jeudi soir, j'arrivais plus tôt que prévu, portée par une lumière de fin de journée qui caressait doucement les façades. La douceur du printemps parisien enveloppait les rues d'un parfum mêlé de fleurs et de pierres anciennes, chauffées par le soleil. J'avais choisi une robe portefeuille couleur grise ardoise, simple et sobre, mais taillée ou avec élégance. Un vêtement qui me ressemblait, discret, mais solide dans sa présence. Mes cheveux étaient relevés en un chignon net, et un maquillage léger soulignait mes traits sans chercher à se faire remarquer. Devant moi, l'enseigne Maison Vert captait les derniers reflets dorés du jour, chaque lettre découpée se détachant
comme un saut de confiance sur ce que j'avais construit. Je me suis arrêtée 1 seconde sur le trottoir, observant la façade comme si j'étais une cliente qui la découvrait pour la première fois, et non la femme qui en avait choisi la couleur, les matériaux et l'éclairage. En poussant la porte principale, une entrée que je n'empruntais presque jamais, préférant passer par l'arrière pour rejoindre directement la cuisine ou le bureau, j'ai ressenti un léger frisson, mélange de fierté et d'appréhension. L'air à l'intérieur portait la signature olfactive que nous avions soigneusement élaborée. Un mélange subtil de romarin, de thym citronné et de bois clair. Le parquet ciré reflétait la lumière chaude des suspensions et le murmure des conversations se mêlait au cliquetis feutré de la vaisselle. Derrière le comptoir d'accueil, Marc, notre directeur de salle, leva les yeux et ses sourcils se haussèrent imperceptiblement en me voyant arriver par l'avant. Nous nous connaissions depuis l'ouverture, et il savait qu'une telle entrée n'était pas dans mes habitudes. Il esquissa un discret sourire complice, comme pour dire qu'il comprenait que ce soir, j'étais ici en tant qu'invité, pas en tant que propriétaire. Je pris quelques secondes pour balayer la salle du regard. Les tables impeccablement dressées étaient prêtes pour le service du soir. Les nappes blanches tombaient avec précision. Les verres à pied brillaient sous l'éclairage. Et les arrangements floraux, des pivoines et des eucalyptus, apportaient des touches de couleurs subtiles. Les serveurs se déplaçaient avec l'efficacité fluide que nous avions travaillé pendant des semaines, leurs gestes mesurés, leurs sourires sincères, mais maîtrisés. Je remarquai la table centrale, placée sous un grand lustre en bois recyclé, que j'avais déniché moi-même lors d'un voyage dans le sud-ouest. C'était là que ma famille s'installerait. L'espace semblait parfaitement prêt à accueillir n'importe quel client exigeant. Et pourtant, ce soir-là, je savais qu'il devrait supporter bien plus que de simples attentes gastronomiques. En avançant vers le cœur de la salle, mes pas résonnaient légèrement sur le parquet, et chaque mètre parcouru me rapprochait de ce face-à-face inévitable avec ma famille. Je sentais déjà la tension poindre, même avant de les voir, comme si le simple fait de partager un lieu avec eux déclenchait un écho ancien. Mais ce soir, il y avait une différence. J'étais sur mon territoire. Ils ignoraient encore que chaque élément de ce décor portait mon empreinte, que chaque geste du personnel suivait une cadence que j'avais instaurée, que chaque plat sur la carte avait été validé par moi. Cette ignorance me donnait un étrange sentiment de contrôle, et je décidai de le garder pour l'instant, de savourer cette entrée en scène discrète, avant que la pièce ne commence vraiment. En entrant dans la salle, mon regard croisa immédiatement celui de ma mère, Catherine, assise bien droite, les mains délicatement posées sur ses genoux comme si chaque geste devait être calculé. À ses côtés, mon père, Jacques, feuilletait distraitement l'écran de son téléphone, indifférent à l'agitation autour de lui. Face à eux, Isabelle, ma sœur, rayonnait dans une robe ivoire impeccablement ajustée, les épaules légèrement relevées, comme pour mieux mettre en valeur le collier de perles qui ornait son cou. Son fiancé, Arnaud, arborait un costume bleu nuit taillé sur mesure, un sourire figé et un regard qui scrutait la salle plus qu'il ne me regardait. Lorsque je m'approchai, ma mère m'adressa un sourire poli, mais son compliment tomba comme une pluie froide. « Ta robe est pratique. » Je répondis d'un simple hochement de tête, sachant que derrière ce mot se cachait toute une palette de jugements qu'elle n'exprimerait pas à voix haute. Isabelle, elle, m'offrit un regard qui glissa sur moi, comme on évalue un vêtement en vitrine, avant de passer à autre chose. Son sourire était léger, presque imperceptible,
Mais je le connaissais trop bien pour ne pas en comprendre la signification. Un mélange de condescendance et de certitude d'être au centre de l'attention. Arnaud, en parfait futur gendre modèle, me serra la main avec une chaleur calculée, puis détourna aussitôt les yeux pour écouter une anecdote que mon père lui racontait. Ce bref échange me laissa une impression familière, celle d'être physiquement présente mais émotionnellement absente de leur monde. Je pris place, consciente que ce soir, je n'étais pas invitée pour participer, mais pour remplir une chaise et, au mieux, figurer sur une photo de famille, soigneusement sélectionnée. La conversation reprit presque instantanément son cours, comme si mon arrivée n'avait été qu'une parenthèse insignifiante. Il parlait de la cérémonie, du choix des fleurs, du nombre d'invités, des alliances, de la liste de cadeaux, tout en échangeant des sourires complices et des éclats de rire. Ma mère détaillait les démarches avec le traiteur. Arnaud vantait les mérites d'un domaine viticole qu'ils avaient visité. Et Isabelle opinait avec cette assurance tranquille de celle qui se sent incontestablement légitime. Aucun regard ne se tournait vers moi. Aucune question sur mon travail, ma vie, mes projets. C'était comme si, dans leur esprit, ma présence se résumait à un rôle muet, à un simple décor de plus autour de leur mise en scène. Je me contentais d'observer le jeu de lumière sur la table, la précision des gestes des serveurs, le parfum subtil qui flottait dans l'air. Tout me rappelait que j'étais chez moi, même si aucun d'eux ne le savait. Ils se pavanaient au cœur de mon univers sans reconnaître les murs qui les entouraient. Cette situation aurait pu me blesser, comme autrefois. Mais ce soir, elle éveillait autre chose. Une forme de patience froide, presque stratégique. Je savais que l'instant viendrait où leur indifférence se fissurerait, où l'un d'eux poserait enfin la question qui changerait le cours de cette soirée. Mais pour l'instant, je les laissais parler, rire et se féliciter, assises dans le silence, invisibles à leurs yeux mais parfaitement conscientes de la force tranquille que ce silence me donnait. Je laissais mon regard se promener dans la salle, attentive aux moindres détails, qui m'étaient si familiers. Les serveurs glissaient entre les tables, avec cette fluidité que nous avions patiemment travaillé ensemble. Leurs démarches précises, leurs gestes mesurés. Les assiettes, encore chaudes, étaient déposées avec soin. Les verres brillants captaient les reflets dorés des luminaires suspendus. Chaque élément de ce décor avait été choisi par moi. La texture des nappes, la forme des chaises, la disposition des bouquets de pivoines et d'eucalyptus. Rien n'était dû au hasard. Et pourtant, tout cela leur échappait complètement. Ma famille, installée au centre de cette scène que j'avais conçue, semblait incapable de voir plus loin que ses propres conversations. Leurs voix se mêlaient au cliquetis découvert, mais le contenu restait toujours le même. La robe de mariée, les fleurs, la liste des invités, le choix du photographe, l'emplacement des tables pour optimiser les interactions sociales. Isabelle parlait avec l'assurance de celle qui se sait au cœur de toutes les attentions. Arnaud ponctuait ses phrases d'opinion calculées pour flatter. Et mes parents acquiesçaient avec satisfaction. Il n'y avait pas de place pour d'autres sujets, encore moins pour le mien. Mon travail, mes projets, mes réussites n'étaient pas au programme de la soirée. Et puis, comme si elle cherchait à remplir une obligation, ma mère tourna soudain la tête vers moi. « Tu fais toujours ce travail de nettoyage de rue ?» demanda-t-elle, en détachant chaque mot comme on retirerait un déchet collé au bout des doigts. Le ton qu'elle employa était empreint d'une brève dédain, un mélange de curiosité feinte et de jugement mal dissimulé. Elle savait très bien que ce que je faisais dépassait largement ce qu'elle décrivait.
Mais réduire mon activité à cette image simpliste lui permettait de maintenir une hiérarchie confortable dans laquelle elle était sûre de ne jamais être éclipsée. Je soutins son regard sans ciller, un léger sourire aux lèvres. « Oui, maman, je fais toujours ce travail. » Répondis-je calmement, sans préciser qu'il s'agissait désormais d'une entreprise florissante, reconnue pour ses innovations écologiques et ses partenariats prestigieux. Elle hocha la tête, satisfaite d'avoir relégué mon activité au rang d'anecdote. Autour de nous, la conversation reprit son cours initial, comme si cette parenthèse n'avait été aucune simple formalité. Mais au fond de moi, une idée grandissait. Tôt ou tard, il devrait voir ce que je fais vraiment. Et ce soir-là, dans cette salle qui m'appartenait, il me suffirait d'un moment pour inverser la perspective et faire de mon silence une déclaration bien plus puissante que leur discours. Isabelle et Arnaud semblaient trouver un plaisir discret à parsemer la conversation de petites piques, soigneusement emballées dans des sourires polis. Ce n'étaient jamais des attaques directes, mais des allusions bien placées, suffisamment claires pour que je comprenne à qui elles étaient destinées. Isabelle évoqua ces emplois que l'on fait pour tenir en attendant de trouver quelque chose de sérieux. Et Arnaud ajouta avec un rire léger que certains ont vraiment le courage de se lever à l'aube pour nettoyer la ville. Les mots flottaient dans l'air comme des fléchettes lancées avec précision, cherchant à percer une carapace qu'ils pensaient encore fragile. Je gardais le silence, fixant mon attention sur mon assiette, comme si le dressage du plat méritait toute mon énergie. Ce n'était pas que je n'avais rien à répondre. Au contraire, 1000 répliques affluaient dans mon esprit, chacune plus acérée que la précédente. Mais je savais que répondre sur le même ton ne ferait que leur offrir ce qu'ils cherchaient, la preuve qu'ils pouvaient encore m'atteindre. Alors je les laissais parler, hochant parfois la tête, comme si je n'entendais pas vraiment. Je sentais leur regard furtif chercher une réaction, une crispation de mes traits, un signe que leurs remarques avaient atteint leur but. À l'intérieur pourtant, quelque chose se mettait en mouvement. Ce n'était pas de la colère pure, ni même une envie de vengeance. C'était plutôt comme une lumière qui se rallume après avoir été voilée trop longtemps. Une voix intérieure me rappelait que j'avais passé des années à bâtir quelque chose de solide, que mes mains avaient façonné un avenir qui ne devait rien à leur approbation. Les souvenirs de mes débuts, de ces matins glacés à transporter du matériel ou à négocier avec des fournisseurs réticents, affluaient. Chaque étape franchie sans leur soutien m'avait forgé. Et ce soir, dans cette salle qui portait mon empreinte partout, je savais que je n'étais plus la personne qu'ils pensaient rabaisser. Je relevai enfin les yeux, non pas pour les confronter directement, mais pour embrasser du regard l'ensemble de la salle. Les tables élégamment dressées, les serveurs qui exécutaient leur service avec fluidité, la lumière tamisée qui enveloppait l'espace. Tout cela était mon œuvre, mon territoire. Et assise là, au milieu d'eux, je sentis cette certitude s'installer. Il était temps de reprendre ma voix. Pas par un éclat, pas par un discours improvisé, mais au moment juste, quand la vérité tomberait comme une évidence que personne ne pourrait ignorer. Ce soir, j'allais choisir ce moment, et lorsque je parlerais, ce serait avec toute la force tranquille que j'avais accumulée en silence. Dans le calme feutré des toilettes, loin du brouhaha des conversations et des tintements de verre, je m'approchais du miroir. La lumière douce des appliques soulignait mes traits sans les durcir, et je pris le temps de me regarder vraiment. Mes épaules étaient légèrement voûtées, comme si elles portaient encore le poids des années où je m'étais effacée. Alors, lentement, je les redressai.
Je lissais la robe grise ardoise que j'avais choisie pour cette soirée, réajustais une mèche échappée de mon chignon. Puis, en silence, je prononçais pour moi-même ces 3 mots. PDG, fondatrice, propriétaire. Ce n'étaient pas des titres pour impressionner, ni des étiquettes à brandir. C'étaient des faits, des vérités ancrées dans chaque décision, chaque risque, chaque heure de travail qui m'avait amené d'ici. Je m'attardai encore quelques secondes, laissant ces mots s'installer en moi comme un ancrage. Les souvenirs défilaient, les débuts dans un petit local glacial, les factures que je payais en retard pour acheter du matériel, les dossiers de subvention que je rédigeais tard dans la nuit. Les visages aussi, ceux de mes premières employées, les mains calleuses, les sourires fatigués mais fiers, les regards qui me rappelaient pourquoi je faisais tout ça. Je n'étais pas seulement la femme que ma famille s'y avait voulu réduire à des clichés. J'étais celle qui avait bâti un espace où d'autres pouvaient aussi se construire. Et ce soir, dans cette salle qu'ils prenaient pour un simple décor, je savais que la vérité n'aurait pas besoin de se crier pour être entendue. Je respirais profondément et tournais le dos au miroir, mes talons claquant doucement sur le carrelage. Le couloir qui menait à la salle me parut plus court qu'à l'aller, comme si la distance s'était réduite avec mes hésitations. Je passais devant la cuisine, entrevue à travers la petite fenêtre. Les cuisiniers travaillaient avec concentration, les gestes précis, les voix basses. L'odeur des herbes fraîches et des sauces en réduction m'enveloppa brièvement, rappel silencieux que chaque plat servi ce soir était passé par mon regard critique avant de figurer sur la carte. Je franchis la porte qui donnait sur la salle avec la sensation claire d'entrer sur une scène, non pas en spectatrice mais en actrice principale. En regagnant ma place, je sentis les conversations s'interrompre à peine, un léger flottement que peu auraient remarqué. Je repris ma chaise avec calme, ajustai ma serviette et croisai le regard de ma sœur, puis celui d'Arnaud. Rien dans mon sourire ne trahissait ce qui venait de se passer en moi, mais tout dans mon regard avait changé. J'étais prête, pas pour une confrontation stérile, pas pour une revanche bruyante, mais pour le moment précis où, d'une phrase ou d'un geste, je ferais tomber le voile. Et quand ce moment viendrait, il ne laisserait aucune place au doute. Ils sauraient enfin qui avait bâti cet endroit et pourquoi leur ignorance ne m'avait jamais arrêté. Arnaud, installé confortablement à côté d'Isabelle, la main posée nonchalamment sur le dossier de sa chaise, laissa échapper un sourire qui se voulait léger avant de lancer d'un ton faussement amusé « Au moins, tu ne passes plus tes journées à trier les poubelles, hein ?» Sa phrase tomba au milieu des rires épars, comme une goutte d'acide dans un verre d'eau claire. Quelques convives esquissèrent un sourire gêné. D'autres baissèrent ma yeux, feignant de ne pas avoir entendu. Je le regardais calmement, mes mains posées bien à plat sur la table, et je répondis, d'une voix posée mais ferme, « C'est vrai. Maintenant je possède le système. » Ces mots, simples et dépourvus de colère apparente, traversèrent la table comme une onde silencieuse. Les conversations s'arrêtèrent, les couverts restèrent en suspens. Isabelle cligna des yeux, son sourire se figeant à mi-chemin, tandis que ma mère fronçait imperceptiblement les sourcils. Arnaud, lui, sembla pris au dépourvu, cherchant à répliquer mais n'y trouvant rien qui ne sonne pas creux. Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, mais il avait cette densité particulière qui rend chaque respiration audible. C'était le genre de silence qui annonce que quelque chose a basculé, que l'équilibre invisible qui maintenait les rôles en place vient de se fissurer. Je me rassis légèrement en arrière, observant les visages autour de moi. Certains étaient figés dans une neutralité prudente, d'autres trahissaient une curiosité nouvelle. C'était comme si, pour la première fois de la soirée,
Ils se demandaient ce que je faisais vraiment, ce que je valais, en dehors de leurs vieilles anecdotes et de leurs souvenirs sélectifs. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. La phrase avait déjà trouvé sa place dans leurs esprits, et je savais qu'elle continuerait d'y résonner longtemps, après que les plats auraient été desservis. Ce n'était pas une revendication criée haut et fort. C'était une vérité déposée au centre de la table, entre les verres de vin et les assiettes, et que chacun était libre d'examiner. Isabelle tenta de reprendre la conversation sur un ton léger, évoquant le choix du gâteau de mariage, mais le fil n'avait plus la même fluidité. Arnaud se força à sourire, mais ses yeux ne soutenaient plus les miens aussi longtemps qu'avant. Ma mère, silencieuse, caressait le pied de son verre du bout des doigts, comme pour s'occuper les mains. Quant à moi, je repris ma fourchette avec une lenteur assumée, goûtant chaque bouchée, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, je savais que cette petite phrase venait de changer la dynamique. Pour la première fois depuis le début de la soirée, ce n'était plus seulement leur récit qui occupait l'espace. Le mien venait de s'y glisser, irréversible, et il n'avait pas besoin d'être répété pour s'imposer. Alors que le repas se poursuivait, un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume marine impeccablement taillé, se leva de la table voisine. Son visage était marqué par une bienveillance naturelle et une curiosité sincère. Il s'approcha d'une autre avec un sourire et, après s'être excusé de nous interrompre, s'adressa à tout le groupe. « Je voulais simplement dire que votre dîner a lieu dans un établissement exceptionnel. Le service, l'atmosphère, chaque détail semble pensé avec un soin rare. » Ses yeux se posèrent ensuite sur moi, comme si quelque chose dans mon attitude avait trahi un lien particulier avec cet endroit. « Vous êtes lié au concept, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'un ton plus personnel. Je sentis plusieurs regards se tourner vers moi, certains amusés, d'autres interloqués. Mon cœur battait plus fort, mais ma voix resta parfaitement calme. « On peut dire ça, oui, » répondis-je avec un léger sourire, laissant volontairement planer une ambiguïté. L'homme hocha la tête avec une satisfaction tranquille, comme s'il venait de confirmer une intuition. « Eh bien, félicitations. C'est un lieu où l'on se sent à la fois respecté et inspiré. » Puis, avec la même discrétion qu'il était venu, il retourna à sa table, reprenant sa conversation comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Autour de moi, un changement subtil s'opéra. Ce simple échange avait fissuré la bulle dans laquelle ma famille s'était enfermée depuis le début de la soirée. Ils savaient que je n'étais pas une simple spectatrice ici, mais pour la première fois, quelqu'un d'extérieur venait de le suggérer à voix haute, devant eux. Isabelle baissa brièvement les yeux vers son assiette, jouant avec sa fourchette. Arnaud croisa mes yeux un instant, puis détourna le regard, comme s'il cherchait à minimiser l'importance de ce qui venait de se passer. Ma mère, elle, fronça légèrement les sourcils, songeuse, avant de forcer un sourire pour relancer un sujet qui n'avait rien à voir. Je me contentais de rester silencieuse, savourant ce moment où la reconnaissance ne venait pas de moi, mais d'un témoin neutre. Ce n'était pas un discours, pas une revendication, juste une vérité prononcée par un inconnu et laissée au milieu de la table comme une carte retournée au bon moment dans une partie. Je savais que l'atmosphère venait de changer, imperceptiblement pour certains, mais assez pour que le reste de la soirée ne soit plus exactement le même. Derrière les éclats de voix et les rires forcés, il y avait désormais une question suspendue, une curiosité nouvelle qui flottait entre nous. Et moi, j'étais prête à la laisser grandir. Quelques minutes plus tard, alors que les conversations semblaient retrouver leur rythme, une femme assise à une table non loin de nous se leva. Elle portait une élégante robe vert émeraude,
et avait cette assurance tranquille de ceux qui savent attirer l'attention sans hausser la voix. S'adressant à Marc, notre directeur de salle, d'un ton assez fort pour que plusieurs tables, y compris la nôtre, puissent l'entendre, elle demanda avec un sourire intrigué « Mais que fait donc la propriétaire à dîner parmi les invités ce soir ?» Son regard glissa vers moi avec une lueur complice, comme si elle connaissait déjà la réponse. Marc ne perdit pas une seconde. Avec ce professionnalisme mesuré qui le caractérisait, il répondit calmement. Madame a souhaité passer la soirée incognito. Sa voix, posée mais ferme, traversa la salle et se déposa sur notre table comme une révélation involontaire. Les mots flottaient encore dans l'air, quand je vis, du coin de l'œil, Isabelle se raidir légèrement sur sa chaise. Sa main, jusque-là posée avec élégance sur la nappe, se crispa imperceptiblement. Ma mère, Catherine, esquissa un sourire forcé, qui ne parvint pas à masquer le trouble passager dans son regard. Autour de nous, un bref silence se fit, comme si chacun cherchait à digérer cette information. Les autres invités reprirent rapidement leur conversation. Mais à notre table, l'ambiance n'était plus tout à fait la même. Isabelle tentait de se reconcentrer sur son discours à propos de la décoration florale, mais ses phrases manquaient désormais de fluidité. Arnaud, visiblement mal à l'aise, fixait son verre de vin comme si la solution à ce malaise se trouvait au fond. Quant à ma mère, elle se contentait de hochements de tête mécaniques, ses pensées manifestement ailleurs. Leur assurance, qui quelques instants plus tôt paraissait inébranlable, commençait à se fissurer. Je ne dis rien, il n'y avait rien à ajouter. Marc avait prononcé la vérité avec une simplicité désarmante. Je laissais mes yeux parcourir la salle, croisant de temps à autre le regard de clients qui, peut-être, avaient saisi un morceau de la conversation. Mon silence était volontaire, presque stratégique. Il laissait à ma sœur et à ma mère le temps de réfléchir, de recomposer leur image intérieure de cette soirée. Ce qu'elles avaient voulu diriger et contrôler venait de leur échapper, et elles le savaient. Pour la première fois depuis le début du dîner, je sentis que la balance commençait à pencher, non pas parce que j'avais forcé les choses, mais simplement parce qu'une vérité évidente venait d'être mise au jour devant témoins. Et cette vérité, désormais, ne pourrait plus être effacée. Tout se passa en quelques secondes. Mon cousin Éric, jusque-là absorbé par son téléphone et indifférent aux échanges de la table, leva soudain les yeux vers l'écran mural, situé au-dessus du comptoir à dessert. Sans un mot, il pianota rapidement sur son appareil, et l'instant d'après, mon visage apparut, éclairé par les projecteurs d'une scène familière. C'était l'enregistrement de mon intervention TEDx, donnée 3 ans plus tôt, sur le thème de la dignité du travail invisible. Ma voix résonna dans la salle, claire, posée, portant des mots que j'avais choisis avec soin. L'importance de reconnaître ces métiers qui soutiennent la société sans jamais être mis en avant. L'impact silencieux, mais essentiel de ceux qui nettoient, entretiennent, prennent soin. Les conversations s'interrompirent progressivement, remplacées par cette écoute attentive qui ne se commande pas. Dans la vidéo, j'évoquais des visages, des histoires, dont certaines m'appartenaient. D'autres avaient été partagées avec moi par des femmes et des hommes croisés au fil de mon parcours. Je parlais des matins glacés où l'on commence la journée dans l'ombre, des tâches ingrates qui façonnent pourtant la qualité de vie de tous, des réussites qui ne figurent dans aucune rubrique mondaine. Dans la salle, je sentis le regard de plusieurs convives se poser sur moi, non plus avec l'indifférence ou la condescendance de tout à l'heure, mais avec cette curiosité mêlée de respect,
qu'on réserve à ce qu'on n'avait jamais vraiment pris le temps de voir. Même les serveurs, en arrière-plan, semblaient ralentir leurs gestes, comme si l'instant méritait d'être partagé. Lorsque la vidéo s'acheva, il y eut un court silence, suspendu, presque solennel. Puis, un applaudissement isolé, suivi d'un autre, et bientôt une salve douce mais sincère parcourut la salle. Ce n'était pas une ovation tapageuse. C'était un applaudissement vrai, celui qui reconnaît la valeur d'un message et la cohérence d'un parcours. Je laissais ce son emplir l'espace avant de tourner la tête vers ma famille. Leurs réactions variaient. Isabelle, immobile, le visage figé dans un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Arnaud, raide, visiblement mal à l'aise. Ma mère, dont le regard vacillait entre moi et son assiette, comme si elle cherchait un point fixe. Je pris alors la parole, sans hausser le ton, mais avec une clarté qui traversa le murmure ambiant. « Je ne vous demande pas d'être fiers de moi, » dis-je en les regardant un à un. « Je vous demande seulement d'arrêter de faire semblant que je n'existe pas. » Ma voix ne tremblait pas. Je n'ajoutais rien. Les mots, simples et directs, restèrent suspendus dans l'air, impossibles à ignorer. Personne ne répondit. Et c'était parfait ainsi. Car à cet instant précis, ce silence-là, lourd et dépouillé de faux-semblants, valait plus que n'importe quel discours. C'était la première fois, depuis longtemps, que je me sentais pleinement à ma place, et je savais que cette place, personne ne pourrait plus me l'enlever. Depuis cette soirée, les choses avaient été prises une tournure inattendue. Mon entreprise, qui jusque-là travaillait dans une relative discrétion, était devenue l'un des visages visibles du mouvement écologique en France. Des articles paraissaient dans la presse spécialisée, des collaborations avec des villes et des écoles se multipliaient. Mais ce qui m'avait le plus frappé, c'était de voir une phrase imprimée sur un simple tote bag. Ce n'est pas un déchet, c'est l'avenir. Se retrouver en plein cœur d'une campagne des Nations Unies sur la durabilité. Cette phrase, née d'une conviction intime, se retrouvait désormais sur des affiches, des publications, et même dans des discours officiels. Elle vivait sa propre vie, détachée de moi, mais portant toujours ma vision. Je regardais tout cela avec un mélange de fierté et de sérénité, consciente que mon travail avait dépassé le cadre de mon histoire personnelle. Au milieu de cette évolution, un message de ma mère était arrivé. Sobre, presque impersonnel. Déjeuner, terrain neutre. Ces deux mots, terrain neutre, m'avaient fait sourire. Comme si nous étions deux délégations diplomatiques se préparant à négocier un traité fragile. Nous nous étions retrouvés dans un petit café du 7e arrondissement, un lieu où aucune de nous n'avait d'attache. Elle portait un chemisier blanc impeccable et un collier de perles. Moi, un jean sombre et un blazer. Aucun geste d'affection. Juste un échange de regards mesurés. Avant de nous asseoir, le serveur avait pris nos commandes dans un silence presque protocolaire et pendant quelques minutes, nous nous étions contentés de parler de la pluie, du beau temps et de banalités sans importance. Puis elle avait posé sa tasse de thé avec un soin excessif et m'avait regardé droit dans les yeux. « Tu nous as mis dans une position difficile ce soir-là », avait-elle dit. Je n'avais pas détourné le regard. Peut-être, mais ce n'était pas mon intention. Elle avait acquiescé lentement, comme si elle testait le poids de mes mots. Ensuite, elle avait ajouté presque malgré elle « Tu as bien réussi ». Ce n'était pas une déclaration d'orgueil maternel, ni une excuse. C'était simplement une reconnaissance factuelle. Et cela me suffisait. Je n'étais pas venue chercher un pardon ou une validation. Ce que je voulais, c'était garder mon espace intact, sans qu'on y pose les conditions de quelqu'un d'autre. En quittant le café, nous nous étions serrés la main plutôt que de nous embrasser.
Le soleil de fin d'hiver glissait entre les immeubles, et je marchais d'un pas léger. Je ne ressentais ni triomphe, ni amertume. Juste une paix nouvelle. J'avais compris que ma place n'avait pas besoin d'être confirmée par elle, ni par personne d'autre. Elle existait parce que je l'avais construite, protégée et habitée. Et tant que je resterais fidèle à ce que j'avais bâti, aucune absence de reconnaissance, aussi volontaire soit-elle, ne pourrait l'effacer. Ce jour-là, plus que jamais j'avais la certitude que mon avenir m'appartenait entièrement.